Le marketing, ce n'est pas la pensée magique. Le marketing, c'est à la fois un art et une science qui exige énormément de travail, énormément d'investissement. Tu sais, quand on regarde la BDC qui nous dit que la majorité des entreprises canadiennes investissent 1% de leur revenu annuel anticipé en marketing, je me demande pas pourquoi ils sont dans la merde. Quand tu regardes tous les leaders de ce monde, ben c'est 10% des revenus annuels anticipés qu'on investit en marketing. Si tu fais en bas de ça, achète-toi un gun. Donc, bienvenue à tous au volet discussion du podcast Commercialité. On a la chance aujourd'hui de s'entretenir avec Jean-François Couture, chef du marketing chez le groupe Trekking Park. Pour les gens qui ne connaîtraient pas le groupe, on parle ici d'une organisation regroupant 21 parcs d'aventure au Canada ainsi qu'aux États-Unis. Le fait d'avoir autant d'entités dans autant d'endroits différents les oblige à avoir une approche marketing bien adaptée pour chaque marché. Et c'est ce dont on va discuter ensemble aujourd'hui. Jean-François Couture, merci beaucoup d'être sur le podcast Commercialité. Merci à toi de m'avoir invité. Jean-François, avant de parler en profondeur des différentes stratégies marketing que vous utilisez chez Trekking Park, peut-être que tu pourrais juste bien expliquer à l'audience l'entièreté des différents brands que vous avez pour que les gens comprennent à quel point c'est grand ce que vous faites là. Écoute, c'est un beau défi. C'est une entreprise qui est partie en 2002 au Québec. On a lancé un premier parc d'aventure à Rawdon. Aujourd'hui, comme tu le dis, on est rendu avec 21 parcs. On a 12 marques. Donc, on est établi dans différents secteurs. Par exemple, au Québec, on a 7 parcs Arbrasca, des parcs d'aventure. On en a 5 corporatifs, 2 franchisés, 2 réalités, 7 marchés. On est propriétaire de la marque Hopla. On a des parcs ici au Québec. On en a en Ontario. Donc, un autre brand, d'autres marchés. On est aussi propriétaire en Ontario de la marque Treetop Trekking. On a 7 parcs d'aventure, donc autour de Toronto principalement. On en a 2 aux États-Unis. Donc, on a un parc Treetop Trekking à Miami, sur l'île de Watson Island. C'est merveilleux comme site. Marché complètement différent de ce qu'on connaît d'habitude. Puis, tu sais, aux États-Unis, c'est hyper compétitif. Donc, le défi est énorme. Puis, on a aussi un parc à Daytona Beach. Donc, avec le temps, on a aussi acquis nos compétiteurs. Donc, on est propriétaire de la marque Arbre en Arbre et des différents franchisés qui sont encore en vigueur. Au Nouveau-Brunswick, on a 2 parcs Trigo qui appartenaient à l'époque à Arbre en Arbre. Donc, on est propriétaire de la franchise. On ne les opère pas et on ne les commercialise pas. Donc, c'est une autre réalité. D'autres marchés aussi, d'autres façons de penser. On est également propriétaire du Trekking Group. On a des divisions de construction. Donc, nous, on design, on fabrique, on opère et on commercialise des parcs d'aventure qu'on crée en partenariat avec des clients ou au profit de clients partout dans le monde. Donc, on a créé 7 Via Ferrata autour de la muraille de Chine. On a créé des attractions à la tour de Macao. On a créé aux 4 coins des États-Unis. On a des projets. Donc, ce qui fait que dans notre quotidien, nous, on doit s'adresser aux consommateurs pour les parcs d'aventure. On vend pour la compagnie de construction, notre équipe, on doit s'adresser à du B2B. Toujours aussi en étant conscient que le produit qu'on leur vend va devoir répondre à un impératif de marché où est-ce qu'ils seront. Donc, dans notre quotidien, c'est toujours de dealer tout ce côté-là. Donc, vendre pour les consommateurs, pour les entreprises, puis même quand on s'adresse aux consommateurs, on a des produits qu'on vend à monsieur, madame, tout le monde, des familles, on va vendre à des groupes, donc on va vendre à des corpos. Donc, c'est une dynamique assez spéciale avec énormément de segments, énormément de particularités. C'est ce qui fait du Trekking Group qu'on est en business depuis 22 ans. On a eu une croissance exceptionnelle dans l'industrie touristique, alors que très peu d'entreprises ont réussi à retrouver les revenus qu'ils avaient en 2019 avant la pandémie. Le Trekking Group, par la commercialisation, par l'innovation, on a réussi à doubler les revenus qu'on avait en 2019 et plus encore. Donc, on a toujours cette quête de se démarquer, de se challenger, malgré ce portfolio-là. Puis ce dynamisme-là, mais ce que ça l'a fait, c'est qu'on a développé une expertise unique dans notre domaine et on peut maintenant aussi exporter ces concepts-là. C'est la réalité du Québec, c'est à peu près la même réalité qu'aux États-Unis. Quand tu penses en Floride, tu as des hispanophones, des anglophones, des touristes. Montréal, francophone, anglophone, touristes. Donc, il y a beaucoup de patterns qui se répètent. Donc, le fait qu'on a vécu dans cette diversité de portfolio-là nous a permis d'étendre nos activités un peu plus qu'on le faisait auparavant. Puis on a une énorme demande encore qui a été générée un peu partout dans le monde.
Wow. Et bon, parlons peut-être un petit peu marketing ici, parce que je pense que c'est ce qui va intéresser notre audience et c'est ce qui va t'intéresser également parce que tu as l'air d'être un passionné. On parlait, toi et moi, dans des entretiens préalables que je crois que le data est très important chez vous. Vous regardez bien ce qui vous génère des conversions, vous regardez bien ce qui fait impacter un consommateur de venir chez vous plutôt qu'aller ailleurs. Comment le data s'intègre chez Trekking Park et comment vous êtes capable de l'accumuler à travers le temps pour améliorer vos décisions d'affaires? Écoute, oui, le data, c'est la base de tout. Tu sais, en tant que gars de marketing, ça fait au-dessus de 25 ans que je suis dans le domaine. Le web a de nombreux avantages. Le traditionnel aussi a de nombreux avantages. Mais à la base, dans le marketing actuel, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un plan marketing, c'est un artefact du passé. Moi, quand on parle d'un plan marketing, c'est comme si on parlait de dinosaures, tu sais. Donc, maintenant, nous, comment qu'on voit ça, c'est que oui, on a une hypothèse en début de saison qu'on travaille, mais le data nous permet de nous adapter au marché à chaque jour, à chaque minute de la journée. Donc, tout le data qu'on va recueillir, on va tout centraliser l'information, on va l'analyser à chaque matin, à chaque jour, puis on va être toujours capable d'optimiser nos campagnes. Nous, au Trekking Group, nos propriétés, ce sont des parcs à l'extérieur principalement. Donc, la météo est notre pire ennemi. Donc, comment tu peux faire pour avoir une croissance en gérant la météo? Donc, il faut toujours que tu sois à l'affût, il faut que tu sois capable de t'adapter en temps réel. Donc, nous, s'il fait pas beau, c'est pas compliqué, on fait pas d'argent. Donc, comment tu peux le savoir à l'avance? Mais de l'autre côté, on s'est rendu compte qu'il y a certaines activités que les gens apprécient. Donc, on peut faire de l'argent aussi quand il pleut. Donc, c'est d'analyser tes données, analyser tes marchés. Donc, autant au niveau de la provenance de tes clients que tout ce qui est démographique dans chacun des marchés. On parlait à l'époque beaucoup de personas. Ça aussi, je mets ça avec les dinosaures. C'est quelqu'un qui me parle de personnages. Comme, ça fait longtemps que tu as fait ton cours. Ou tu viens juste de finir puis ton prof, il est un petit peu out. Mais un persona, tu sais, dans le fond, c'est comme si on est contre les stéréotypes dans notre quotidien. Pourquoi stéréotyper nos clients? Je veux dire, à un moment donné, ton data va te permettre de créer des campagnes dynamiques adaptées à chacun de tes clients, à chacun de tes marchés. Donc, tu dois collecter les bonnes informations, avoir les bons outils d'analyse, puis tu dois aussi avoir, tu sais, au-delà de collecter de l'info, tu dois aussi être capable de l'utiliser, de la mettre en application. C'est souvent, en marketing, malheureusement, on entend parler du A/B testing, on entend du data mining, on parle de AI, mais qui l'utilise réellement correctement? Tu sais, il y en a très, 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 très peu. Maintenant, donc c'est ça, on parle des chat GPT de ce monde, encore là, tu vas aller chercher du data, tu vas aller chercher des idées. Qu'est-ce que tu vas faire avec? As-tu la capacité de le faire? Donc, il y a le data, l'analyse du data, la gestion de ton data, comment tu vas l'interpréter et le mettre en pratique d'une façon assez efficiente. Mais encore là, c'est la façon dont tu vas le mettre en application. Donc, ça va influencer nos placements, nos contenus et en bout de ligne, ça influence aussi nos produits. Donc, les nouveaux produits qu'on développe sont basés sur le data marketing qu'on a récolté, sur la réponse des gens. Des fois, il y a des campagnes qu'on va conduire qui vont générer un gros buzz, mais que les gens, nécessairement, s'ils achètent pas le produit, mais que ça nous donne un indicateur sur un potentiel. Donc, on va utiliser ce data-là pour, après ça, créer des nouveaux produits. Donc, pour nous, c'est au cœur de toutes nos activités. Donc, on a plusieurs outils qu'on utilise. Comme tu le sais, en marketing, on a énormément d'applications, énormément d'outils qu'on peut utiliser. Si tu en utilises un seul, il y a toujours quelque chose qui fait pas ton affaire. Donc, c'est de voir quels sont les outils que tu peux connecter ensemble aussi pour pouvoir faire ton quotidien. Puis pour peut-être situer notre audience un peu, quel outil pour centraliser toute cette information-là vous utilisez chez vous? Ben écoute, on travaille avec des agences en marketing digital, on travaille avec des agences dans les relations de presse. On a plusieurs outils qu'on utilise avec qui ont chacun leurs spécifications. Certaines agences vont utiliser Data Studio. Pour Data Studio, tu es quand même relativement limité dans tes intégrations. Moi, j'ai pas juste besoin de voir dans mon dashboard la campagne de placement digital. J'ai besoin d'avoir aussi mes fournisseurs externes pour mes campagnes de geofencing. J'ai besoin de savoir avec CallRail pour notre call center quelles campagnes ont bien roulé. On a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux, autant dans le paid que dans l'organique. Donc, on utilise entre autres l'outil Agency Analytics pour le moment. Donc, je suis en quête d'un nouvel outil. Là, j'ai besoin d'un peu plus.
Mais pour nous, tu sais, c'est vraiment cool parce que rapidement, toutes nos propriétés sont gérées dans la même plateforme. Donc, moi, j'étais propriétaire d'agence de pub longtemps. Je gère nos brands comme si c'était des clients. Donc, avec Agency Analytics, on a chaque brand qui est géré indépendamment avec toutes les propriétés, tout ce qui est owned et paid et earned, on a tout intégré directement dans chaque compte. J'ai un dashboard chaque matin. On commence nos journées à aller voir ça. On a des rapports qui nous sont envoyés aussi périodiquement à tous les stakeholders qui sont impliqués dans le projet. Ce qui fait en sorte que, tu sais, au lieu d'aller dans MailChimp, au lieu d'aller sur Google, sur G4, au lieu d'aller ici et là, on a tout réussi à centraliser le tout. Mais tu sais, quand tu y penses avec 21 parcs, avec différents systèmes de gestion, c'est un gros défi qu'on a. Bien sûr. C'est pas un McDonald's qui arrive avec un simple système qui impose à tous, là. Donc, on a dû développer ça sur le tas. On a développé l'avion en plein vol. Et bon, je voulais aborder le data en début d'entretien, Jean-François, simplement pour voir par la suite comment subséquemment vous êtes capable de lancer vos campagnes. Tu l'as mentionné, 21 parcs différents, des endroits géographiques qui vont être distincts d'un endroit à l'autre. Tu as parlé de geofencing, donc bien entendu, on est obligé de respecter la dynamique géographique quand on attaque un nouveau marché. Demain matin, on lance un nouveau parc, on en lance un 22e dans un endroit géographique à quelque part aux États-Unis. Quel est le plan d'action que vous allez mettre en place pour que dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, on va être capable de vendre des billets d'entrée, on va être capable de le faire voir, de le faire connaître au maximum de gens locaux possible? Écoute, c'est un processus à très long terme. Tu sais, dans le fond, avant d'arriver au lancement, il y a des investissements considérables à faire qui vont reposer sur des années, des études de marché. Donc, nous, tu sais, on va se baser aussi sur du geofencing avant même de décider de faire un investissement. Donc, des compagnies comme Propulso qui vont t'offrir des rapports du marché où tu vas tracker toute l'activité du marché. On va pouvoir avoir un data vraiment pertinent. On va aller analyser la compétition virtuellement et physiquement aussi. On va aller s'impliquer dans les communautés touristiques donc pour aller chercher le plus de données possibles concrètes. On va prendre une décision, on va développer notre produit en fonction de ce data-là et de notre expérience et de notre gut feeling aussi. Du moment où on va se préparer à lancer le tout, ben toutes nos campagnes vont déjà être en amont développées en conséquence. Donc, c'est pas ça sera pas avec un coup de dé là, qu'on va faire alright, hey, c'est cool, c'est beau. Là. Non. Ça va être beau et efficace parce qu'on va s'être basé sur le data. Donc, le lancement du site, tu sais, on parle beaucoup de digital. Moi, je crois que le mix traditionnel et digital est encore hyper pertinent. Tu sais, by the way, plus le monde va en digital, plus tu as des opportunités en traditionnel. Donc, c'est pour nous, on l'a vu que le mix des deux, dans le 360, on vient amplifier royalement les campagnes. Donc, tout le data que tu vas aller chercher va te permettre de faire des bons placements, va te permettre de choisir tes bons avant ton lancement. Tu vas identifier tes influenceurs, les médias. Donc, il faut vraiment que tu aies du data concret sur les médias. Fait qu'on va aller chercher du data digital, on va aller se baser sur la réputation. Puis oui, les rapports qui sont tous vendus à l'avance, que les médias vont te donner, qui sont tous les meilleurs, sont tous numéro 1 dans la perspective qu'ils regardent. Mais moi, quand j'arrive dans un milieu que je connais pas, puis j'ai un détecteur de bullshit, ben on va aller trouver nos outils, puis on va trouver c'est qui est réellement le numéro 1 pour atteindre notre cible, au même titre qu'on le ferait en digital dans nos placements. Fait qu'on va utiliser des outils comme SEMrush, on va utiliser, il y a vraiment beaucoup d'outils qu'on va utiliser en amont de nos campagnes. Du moment où vient le campagne, on va toujours faire un battage médiatique, autant avec des influenceurs qu'avec des médias. Puis nos campagnes vont supporter tout ça en amont. Donc, on va tout lancer ça pour qu'il y ait un build-up. Moi, mon but, généralement, quand on lance un nouveau parc, c'est d'être assez prêt pour vendre 25 000 billets avant même d'ouvrir la porte. Mm-hmm. Donc, tout ce travail-là, c'est un travail en amont qui est hyper dynamique. Donc, tu sais, le marketing aussi, on attribue des budgets considérables dans le lancement. Le lancement, là, dans notre domaine, il y a un adage que les gens disent, c'est build it and they will come. Moi, c'est build it and you will fail dramatically. Crée-le en fonction de ton data, puis faisant la promotion continue avec le bon budget, les bons placements, le bon data. Là, tu vas avoir du succès. Puis ne prends jamais pour acquis les données, challenge-les, puis regarde, du moment où tu as ta donnée, il va falloir que tu la suives, l'évolution de cette donnée-là. Sans quoi tu vas vivre dans le passé.
dans le domaine, malheureusement, on nous apprend à suivre les tendances. Ben, suivre les tendances, ça veut dire que délibérément, tu acceptes d'être un suiveur out. Suivre la tendance, tu sais, c'est pas vraiment la bonne attitude. C'est d'anticiper la tendance. Tu peux surfer sur la vague, mais anticipe la prochaine, sans quoi elle va t'engloutir, puis tu vas être foutu. Donc, puis si tu veux bâtir le futur, ne le bâtis pas nécessairement que sur le passé, puis sur un phénomène répertorié. Essaie d'anticiper avec tes tendances futures, qu'est-ce qui va s'en venir. Donc, ton data, tu vas l'utiliser pour comprendre, pour prendre des décisions, mais tu dois aussi te projeter dans le futur avec ton data pour prendre des décisions logiques. Et dans le présent, ta campagne qui va rouler, tu dois tracker tout ce que tu fais et t'adapter en temps réel. Sans quoi, tu sais, je regarde souvent les entreprises dans différents domaines en pub, vont faire une super belle campagne, c'est super esthétique et tout, lance la campagne, mesure rien. Ta campagne, finalement, est dans le champ, tu t'en rends compte après ta saison. Donc, tu as passé tout ton budget publicitaire dans le champ, tu n'as pas atteint tes objectifs. Moi, ça me fait grincher des dents, tu sais, quand je vois ça, c'est plutôt justement de dire, on va le suivre et on va s'adapter. Puis comme je disais d'entrée de jeu, mon hypothèse, qui est l'ancêtre du plan, en fait, le nouveau plan marketing, mon hypothèse, je vais la prouver à chaque jour. Puis bien sûr. À chaque jour, je vais savoir si j'ai raison, si j'ai tort, mais ce que j'ai fait hier est peut-être plus vrai aujourd'hui, puis ce que je vais faire aujourd'hui est peut-être plus vrai demain. Donc, c'est ça le marché de nos jours. Tu dois te réinventer quotidiennement. Et concrètement, comment vous attaquez Miami versus Toronto, disons? Si on avait à rentrer dans le concret pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on veut promouvoir Miami, quelles vont être les distinctions qu'on va avoir si on a à vendre à Toronto ou à Québec? Ben écoute, une chance que tu as ajouté Québec. Parce que la comparaison est vraiment bonne si on compare le Québec. Tu sais, au Québec, on est des gens qui adorons les attractions, on est des gens, des bons vivants, on aime la nature, on aime le plein air, on aime bouger, on aime se divertir. En Ontario, ils sont hyper conservateurs. Ils aiment bouger, ils aiment le plein air, mais tu sais, ils sortent pas l'hiver. Ils jouent pas autant au hockey que nous. Ils vont pas faire du ski autant que nous. Il n'y a pas de montagne de ski non plus. Bien sûr. Elles sont toutes petites. En Floride, il y a beaucoup d'argent, mais il fait hyper chaud. Donc, puis t'as quand même un 5 mois par année avec des tempêtes violentes. Le parallèle qu'on peut faire entre le Québec et la Floride, la saison des ouragans, c'est notre hiver. Donc, nous autres, l'hiver, en tant qu'attraction extérieure, c'est toujours challengeant. Par contre, on a, dans notre portfolio, lorsque c'est l'hiver ici, c'est le temps de vendre des billets en Floride. Ouais. Lorsqu'il commence à faire chaud en Floride et qu'il fait 40 degrés, puis les gens restent à l'intérieur, nous, c'est notre printemps qui commence. Tu sais, dans notre portfolio, on réussit à gérer nos flux financiers de cette manière-là. Comme je disais tantôt, avec le côté financier, à Miami, tu sais, ils vont payer 80$ pour un billet pour aller faire une aventure d'1h30, 2 heures. En Ontario, ils n'ont aucun stress à payer entre 65 et 75. Au Québec, en haut de 40$, t'as topé. Oh! Donc, tu sais, fait que dans ton prix, dans ton produit. Au Québec, si tu fais une promotion, par exemple, tu dis, OK, on va vous donner 25% de rabais. Le Québécois, si ça ne tente pas d'y aller, il t'en achètera pas d'étiquette à rabais. En Ontario, gars, sait pas quoi faire, 25% de rabais, hey, c'est intéressant, on y va. Donc, on va faire une promotion à 25% de rabais. En Ontario, c'est malade. Au Québec, tu sais, ça mord moins. En Floride, c'est un petit peu toutes ces réponses. Dans le fond, ils sont hyper individualistes, c'est axé sur l'image, ils ont énormément d'argent. Le rabais, tu sais, ça dérange pas, là. Les autres, 5 000$ pour une avant-midi avec les enfants, dans certains cas, c'est une activité comme moi, je vais à ma fille à Arbrasca. Moi, je suis comme, wow, c'est cool. C'est rien, 5 000$, il n'y a rien là. La réalité financière est différente. La réalité démographique est différente. Le climat est différent. Faut que tu en tiennes compte. Donc, faut que tu gères tes efforts en conséquence. Le côté linguistique aussi. Tu sais, je veux dire, de vendre à une clientèle hispanique, c'est un petit peu de vendre comme à des Québécois. Tu sais, dans le fond francophone. Il y a beaucoup de similitudes dans ce qu'on a trouvé. Vendre à un Américain pur laine anglophone versus un Montréalais anglophone, c'est similaire, mais je te dirais que il y a beaucoup de subtilité dans l'approche. Vendre à un Ontarien, tu sais, quand on a lancé le projet Hopla en 2022 au Québec, on a lancé Hopla, puis il y avait à peu près 500 nouvelles activités touristiques et récréatives au Québec, en même temps que nous, on a fait notre lancement. Quand on a lancé Hopla en Ontario l'année dernière, il
il y a eu 14 nouvelles activités touristiques. Oh, wow. Donc, le côté compétition aussi est complètement différent. Même encore là, si on regarde, tu sais, je vais plonger dans le Québec. Québec, si je fais une campagne publicitaire dans la ville de Québec, mes compétiteurs, c'est le gouvernement qui sont financés par le gouvernement. Donc, les musées qui sont financés à 100% par le gouvernement, je ne peux pas rivaliser avec ces budgets-là. On n'a pas les mêmes budgets, les mêmes réalités. Donc, là, il faut qu'on soit beaucoup plus créatif. Fait que c'est là où on va faire plus de l'événementiel, on va aller chercher des personnalités publiques fortes, on va faire de la radio, puis on va venir amplifier dans les réseaux, autour de ces réseaux-là, avec la campagne digitale. Aux États-Unis, on a eu les Jonas Brothers qui sont venus au parc, des gens comme Messi, des films qui viennent au parc. Donc, tu sais, tu as un rayonnement complètement différent. Mais une chose certaine, c'est que dans notre mix, il est complet. Tu sais, dans le sens que, tu sais, on parle de la communication marketing. Généralement, tu parles du branding, mais ton branding est hyper important à tous les niveaux. Tu vas penser à tout ce qui est marketing direct, il faut en faire. Tous tes partenariats, tous tes placements payants en ligne, hors ligne, ta publicité lieu de vente. Donc, dans notre marketing, on se doit de considérer tous ces aspects-là à tous les points de vue et d'être hyper créatif tout le temps. C'est hyper stimulant. Moi, je suis passionné, j'en mange. J'ai du marketing qui coule dans les veines. À un moment donné, ça peut être fatigant. Il faut que tu trouves un système aussi parce que le marché est nettement plus dynamique et grand que toi, puis ça va tellement vite que tu dois t'adapter. Donc, c'est là où des outils que tu vas prendre, l'équipe que tu vas aller chercher, l'agence que tu vas choisir doit être... il faut les tester, les agences. De nos jours, tout le monde est beau, tout le monde est fin, mais dans les faits, ils ont-tu l'aptitude de s'adapter à ton marché? Bien sûr. Alors, tu sais, donc, c'est vraiment une approche complète, hyper dynamique. On est bien loin de l'idée de dire, on va mettre une pub dans le Journal de Montréal et on va être riche. Ça, c'est le fun. On s'ennuie de cette époque-là de Mad Men où est-ce que tu passes ta journée à boire puis à faire une pub avec un slogan cute, mais marche plus de même. Ouais. L'année dernière seulement, on a dû créer, nous autres, en termes de créatifs, on a dû faire à peu près 5400, 5500 créations pour s'adapter au marché. On a fait venir à peu près 150, 200 influenceurs. On a eu à peu près 300 médias avec qui on a travaillé pour couvrir. Donc, c'est hyper dynamique. Il faut que tu sois partout à la fois sans rien négliger. Sans rien négliger. Donc, la dynamique multimarché, c'est tout un défi. Ah, j'imagine. Puis, dis-moi, c'est quoi les plus grandes leçons que tu as fait à travers ça? Parce que, tu le dis, tu es un professionnel du marketing depuis plusieurs années. Là, t'envoies dans des endroits différents, des dynamiques différentes, des cultures différentes, un portefeuille client qui est différent également, un portefeuille consommateur qui est différent. Mettons qu'on avait regardé tes plus grands apprentissages depuis 1 à 2 ans. Qu'est-ce qui te viendra en tête instinctivement? Écoute, lève-toi de bonne heure. Donc, se tenir vraiment, tu sais, honnêtement, le plus grand apprentissage, c'est mets pas tous tes œufs dans un même panier. Tu sais, donc mets pas tout en digital, mets pas tout en print, mets pas tout en broadcast. Est le meilleur mix média possible. Suis ton gut feeling. Je te dirais que maintenant, mon plus gros apprentissage, c'est de ne pas me fier, c'est de me fier à l'expérience, me fier aux résultats. Donc, tu sais, peu importe l'agence avec qui tu vas faire affaire, va au bout des choses avant de lui donner un mandat, puis regarde réellement c'est quoi sa contribution au résultat. Regarde son agilité. Regarde son intérêt. Tu sais, pour moi, tu sais, quand on donne un mandat à une agence, par exemple, si tu viens pas voir notre business, t'es out. Tu sais, donc, l'intérêt d'une agence, à quel point ils sont engagés. Tu sais, moi, je suis un gars passionné, vraiment intense, puissance 20, mais tu sais, ça me prend des gens qui travaillent comme ça. Ça me prend des gens qui sont prêts à aller au bat avec moi, qui sont prêts à aller avec le couteau entre les dents, là, d'être tranché. Donc, tu sais, s'entourer des bonnes personnes. Tu sais, c'est pas parce que tu as une maîtrise que tu es le meilleur. C'est pas parce que tu as travaillé chez Cossette, tu étais peut-être dans un bon système, mais si je te mets un couteau dans les dents, t'es mort après 1 minute. C'est un petit peu ça que ça m'a montré la réalité actuellement. Donc, la notoriété de ton agence, la notoriété de ta boîte, le dynamisme du milieu. Tu sais, comme je te dis, ce qui était vrai hier est plus vrai aujourd'hui, ce qui est vrai aujourd'hui sera plus vrai demain.
Donc, faut que tu sois au courant, faut que tu connaisses ton marché, faut que tu sois autant sur le terrain que devant ton ordinateur. Si tu passes tes journées chez vous et t'es pas sur le terrain, change de métier, t'es pas fait pour le marketing. Ouais. Donc, tu sais, c'est vraiment, moi, un constat que j'ai fait. Donc, moi, je me promène partout dans nos propriétés pour voir le marché, regarder le client live, le data que je ramasse en regardant les gens live, en parlant avec des employés, en allant même dans les commerces autour. Tu sais, pousse les limites. Ce que je te dirais, le plus gros apprentissage, ça, j'ai eu une agence de pub pendant 18 ans, je l'avais faite à l'époque, mais j'ai eu tellement de grande confirmation avec le temps. La pensée magique. Le marketing, ce n'est pas la pensée magique. Le marketing, c'est à la fois un art et une science qui exige énormément de travail, énormément d'investissement. Tu sais, quand on regarde la BDC qui nous dit que la majorité des entreprises canadiennes investissent 1% de leur revenu annuel anticipé en marketing, je me demande pas pourquoi ils sont dans la merde. C'est irréaliste. Ouais. Quand tu regardes les rapports de McKinsey, Gartner, quand tu regardes tous les leaders de ce monde, ben c'est 10% des revenus annuels anticipés qu'on investit en marketing. Si tu fais en bas de ça, achète-toi un gun. Tu sais, c'est comme... Donc, faire du marketing, ce n'est pas la pensée magique. Ça demande un investissement de temps. Ça demande un investissement de la part des entrepreneurs, de vos clients, des propriétaires de votre entreprise. Il faut y croire. Tu sais, le marketing, souvent, c'est mal perçu parce que les gens croient que c'est une dépense. Tout le temps, le comptable dit, vous dépensez trop. Non. Tu sais, c'est si je dépensais pas, puis si j'investissais pas, parce que, pardon, entre dépenses et investissement, selon moi, il y a un gros gap. Tu sais, si tu vois une dépense marketing, c'est que ton marketing était nul. Ouais. Et les comptables ont cette perception-là. De l'autre côté, quand tu regardes la croissance de ton entreprise, puis tu as une formule, le bon investissement marketing, puis tu as le retour sur investissement qui appuie la démarche. Puis moi, si un comptable qui vient me dire, vous avez trop dépensé, je vais dire, ouais, mais je pense qu'on te paye trop parce que le reste, on est vraiment justifié. Tu sais. Donc, c'est vraiment investir intelligemment, agir stratégiquement, toujours être constant. Donc, tu sais, les apprentissages, j'en fais beaucoup. Tu sais, ce que j'ai appris beaucoup aussi, c'est j'ai été un entrepreneur, j'ai travaillé avec des petits entrepreneurs. Tu sais, quand t'es une agence, tu commences, tu travailles avec des petits entrepreneurs, puis là, tu regardes des Cossert puis des Sidney qui gagnent plein de prix, puis tout, c'est cool, là. Mais le chaos que moi, j'ai appris initialement sur le tas, c'est ce qui me permet d'être bon aujourd'hui, puis qui me permet de toujours être à la coche puis en avance sur la concurrence. Intéressant. Parce que quand tu es dans un gros système, puis tu es habitué d'avoir 50 personnes qui sont sur ta campagne de McDo ou d'Adidas, c'est super cool. Mais en réalité, c'est plus ça. Les budgets marketing, souvent, on réduit, on va les réorienter. Il y a moins de monde, tu dois être plus agile, plus créatif, tu dois être multitâche sur plusieurs chapeaux. Donc, tu sais, ce que j'ai appris également, c'est ça, d'avoir pu évoluer dans le chaos, d'avoir fait beaucoup avec peu. C'est ce qui me permet d'actuellement d'avoir des croissances exponentielles puis de faire des coups de circuit un coup après l'autre. Donc, si j'avais pas connu le chaos, puis tu sais, quelqu'un qui va venir dans notre réalité, qui a jamais connu le chaos, tu survivras pas non plus. C'est ça la transition qui est en train de se passer. Tu sais, on a eu des belles années où on était avec les calinours, les pouliches et les arcs-en-ciel. Il y en a de moins en moins de cette réalité-là. Puis maintenant, tu sais, je veux dire, il faut que tu travailles pour ton salaire. Puis il faut que tu travailles faut que tu justifies tes résultats. Puis l'entrepreneur va regarder combien tu as généré de croissance, de profit pour justifier ton augmentation de salaire. Bien sûr. Le marketing, c'est en train de changer. Et pour renouveler ton contrat d'agence, all right, parfait, on va regarder les chiffres pour de vrai, comptable, il passe avant. On va regarder ton analytics, tu as augmenté l'achalandage, mais ton taux de conversion réel, c'est quoi? Nous, les ventes ont planté, puis toi, tes prix ont augmenté. Comment qu'on peut le justifier? Donc, tu sais, cette réalité-là est complètement différente de quand j'ai parti ma boîte, mais d'avoir connu faire petit, faire beaucoup avec peu, d'avoir connu un climat de chaos me permet actuellement d'aller beaucoup plus vite, plus rapidement, puis en faisant des investissements stratégiques. Et qu'est-ce qui vous attend pour la suite, les 12-24 prochains mois? Écoute, on a énormément de plans de croissance. Donc, actuellement, tu sais, je peux pas vous l'annoncer. Vous pouvez regarder, vous regarderez les médias au Québec ou aux États-Unis. On a des grandes annonces à faire bientôt. Donc, nous, notre croissance se développe dans des prime locations. Donc, on a fait des partenariats avec des attractions iconiques, emblématiques dans différents pays. Donc, c'est ce qu'on est en train de développer.
Donc, c'est le fruit de nos partenariats. Donc, tu sais, surprenez-vous pas de voir notre nom beaucoup, beaucoup plus. Désolé si vous voyez nos publicités. Mais honnêtement, c'est ce qui nous attend présentement. Donc, beaucoup de défis. Il y a un gros buzz. Puis, tu sais, en tant que marketeur, des fois, ça peut être dur quand tu es chez vous, quand tu as une petite agence, quand tu travailles comme un fou, puis ton patron te reconnaît pas, mais continue à faire ça parce que, tu sais, je l'ai vu moi-même de mes yeux. Si tu continues, tu fais à ta tête, garde ta passion, repousse tes limites, va toujours te former, tiens des courants, tiens-toi au courant, regarde des podcasts comme Antoine, mais pratique, puis va te planter. Ouais. Va te planter tellement solide que tu te replanteras pas après, mais que tu vas être tellement bon. Je suis pas un gars qui aime le hockey, mais je me base souvent sur ce que Wayne Gretzky disait à l'époque. Là, il doit être arrière-grand-père maintenant, mais il disait, tu sais, on rate 100% des coups que tu frappes pas. Effectivement. Mais va frapper des coups puis plante-toi. Les chances de succès sont énormes. Mais tu sais, est-ce que tu veux avoir un regret de dire que j'aurais dû faire ça, ou tu le fais, tu récoltes, puis tu dis, ben, OK, ça, je recommencerai pas, mais ça, je vais m'améliorer le prochain coup. C'est bien mieux d'agir que de rester à regarder les gens, d'être un gérant d'estrade. Bien sûr. Non, j'adore ce que j'entends, Jean-François. On peut sentir la passion en t'écoutant et je suis convaincu que les gens qui nous écoutent vont la sentir également. Ben, j'ai un bon déodorant malgré l'écran, n'inquiétez-vous pas. La passion est réelle. La passion est réelle. Et si on veut en savoir plus sur toi ou sur Trekking Park, meilleur endroit pour vous rejoindre? Ben, premièrement, c'est le Trekking Group. Trekking Group, Donc, oui. Donc, vous pouvez aller voir thetrekkinggroup.com. Vous pouvez aller voir nos sites web. On a arbraska.ca. arbraska.com, hopla.ca, treetoptrekking.com. Puis si vous voulez me rejoindre sur LinkedIn, n'hésitez pas, Jean-François Couture. Ça va faire plaisir de vous répondre. On est des joueurs d'équipe, donc on aime ça aider les gens. Moi, j'adore pouvoir partager notre expertise puis pouvoir vous aider. Bon, on mettra des liens dans les notes de l'épisode. Jean-François, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis convaincu que tu auras inspiré, aidé nos auditeurs. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Commercialite.